Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Vox Africa une nouvelle fois pour cette chronique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un immense pays, un pays qui fait parler de plus en plus, et notamment en Afrique. Il s'agit de la Russie. Il faut comprendre que la Russie aujourd'hui joue un rôle central sur la scène internationale. La Russie, qui, comme vous le savez, a connu les affres après l'écroulement du communisme, a dû batailler pour retrouver une place au sein des grands de ce monde. La Russie est redevenue une véritable puissance et ça, c'était nécessaire pour l'équilibre mondial. Parce que, comme vous le savez, il faut l'équilibre de la terreur dans la jungle que constitue la scène internationale. Aujourd'hui, la présence russe en Afrique fait beaucoup jaser. On en parle beaucoup, avec tantôt des gens qui apprécient et d'autres qui sont extrêmement critiques. Mais j'aimerais vous dire, comme je l'ai déjà dit pour d'autres pays, à l'instar de la France, des États-Unis ou encore de la Chine, la Russie est en Afrique pour ses intérêts. Et ça, elle ne le cache pas du tout. Ce qu'il faut relever, c'est que le positionnement de la Russie dans le monde concourt exclusivement à la défense de ses intérêts. Vous vous rappelez du rôle central que la Russie a joué pour le maintien en place de Bachar el-Assad en Syrie. C'est pas parce que les Russes aiment les Syriens, c'est que c'était un enjeu géostratégique vital, notamment avec le contrôle des voies d'accès dans le Moyen-Orient. C'était fondamental. Vous vous souvenez également le rôle joué par la Russie pour le maintien au Venezuela de Nicolás Maduro. C'était également pour protéger les intérêts russes. Parce que, comme vous le savez certainement, le Venezuela dispose de la plus grande réserve de pétrole au monde. Et vous vous rendez compte que malgré l'extrême agressivité du monde occidental qui voulait absolument imposer à la tête du Venezuela un chef de l'État qui lui était totalement dévoué, à savoir Juan Guaidó, la Russie n'a pas lésiné sur les moyens pour empêcher cela. C'est le même rôle que la Russie est en train de jouer en Afrique. Tenez-vous bien, la plupart des concurrents des puissances occidentales, notamment de la France, ont compris que pour affaiblir la France, il faut l'attaquer en Afrique. Je pense que la France est un de ces pays qui, en imprimant de l'argent pour 14 pays africains, empêche leur développement économique et contribue au fait que les réfugiés partent puis meurent dans la mer ou arrivent sur nos côtes. Si l'Europe veut maintenant faire preuve de courage, elle doit avoir la force de faire face au problème de la décolonisation de l'Afrique. L'absence de développement des pays africains, car au lieu de les aider en Afrique, nous devons les laisser en paix chez eux, rester chez eux. Et lorsque je dis nous, je parle de ces États européens comme la France, qui pendant ces années, les exportations de matières premières ont été bénéfiques grâce à l'impression d'une devise pour 14 États africains qui ont également eu des retombées positives sur leur économie. La France est un État de l'Union européenne. Mais nous ne pouvons pas prétendre que cette dynamique n'existe pas. Toujours dans le cas de la guerre en Libye en 2011, nous avons assisté à un bombardement fou qui a créé tous les problèmes que nous avons avec l'immigration. Pour revenir à la présence russe en Afrique, il ne faut pas avoir de jugement de valeur par rapport à cela. Il faut plutôt avoir un jugement de réalité. Nous sommes aujourd'hui des quasi-États très faibles, qui ont été pendant longtemps sous l'emprise et la domination de certaines puissances impérialistes. De manière logique, vous ne pouvez pas vous attaquer à plus fort que vous si vous n'avez pas un autre fort qui peut prendre votre défense. Je pense que c'est dans ce cadre-là que les États africains ont besoin de la Russie aujourd'hui. Et deuxièmement, il faut relever, parce que ce sont des faits pour le savoir, la pénétration extraordinaire de la Russie aujourd'hui en Afrique, elle le doit entre autres à la France, qui a continué à vouloir mener vis-à-vis de certains pays africains une politique de chantage permanent. Sauf qu'à la tête de ces États, il y a eu des leaders courageux qui ont osé franchir le pas. Parce que pendant longtemps, personne dans l'espace francophone ne pensait qu'on pouvait se passer de la France. Et cela avait une raison simple, c'est qu'avec ses bases militaires, la France était la seule puissance extérieure détentrice de puissance de feu. Elle pouvait faire et défaire les dirigeants africains
à leur guise. On se rappelle très bien des différents scénarios que l'on vivait régulièrement au Tchad, avec la progression des rebelles jusqu'à l'entrée de N'Djamena, qui finalement vont être repoussés par l'armée française, et on va obliger ainsi l'ancien président à l'époque, Idriss Déby, d'adopter une position qui peut-être n'était pas la sienne. Mais la Russie vient et elle a une puissance de feu encore plus importante que celle de la France. Elle intervient sur le terrain et de manière efficace, quoi qu'on puisse en dire. En d'autres termes, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est quasiment la France qui a poussé certains pays africains dans les bras de la Russie. Et le cas de la République centrafricaine est là pour le démontrer. Pour éviter d'être à nouveau balayé par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure, et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité. Après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voix devant la presse, lorsque le président Touadéra rentre à Bangui, le ministre des Affaires étrangères français annonce, quelques jours après, le 13 mai 2016, la fin de l'opération Sangaris. Dans la foulée, le même 13 mai de l'année 2016, le président François Hollande, dans un voyage éclair et surprise à Bangui, rend visite à ses troupes où il annonce, tenez-vous bien, le désengagement militaire de la France en RCA. Il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur, le Sahel, la Syrie, la Libye, etc. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Il faut noter qu'un mois et demi plus tôt, il avait assuré le chef de l'État Touadéra du maintien de l'opération Sangaris. Quel respect pour son homologue africain. Dès le mois d'octobre, Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris. Terminé, fini. Pas de bilan, pas de préparation, pas de remplacement. Démerdez-vous. De guerre lasse, le président centrafricain vient voir pour la dernière fois, le 21 mars 2017, François Hollande, et lui demande, puisqu'il est nu, puisque personne ne peut plus protéger la capitale d'une rébellion qui menace, s'il peut lui fournir au moins de l'équipement pour son armée. Une armée qui fait la risée de tous, puisque pour s'entraîner, pour ses opérations, pour les simulations, ces hommes en tenue font les exercices avec des bâtons. Oui, ils utilisent des bâtons comme fusils. Leurs images en train de mimer des bruits de coups de feu avec la bouche ont fait rire toute l'Afrique et le monde. Elles ont tellement circulé sur les réseaux sociaux. Alors pour stopper cette situation ridicule et suicidaire, le président Hollande promet 1500 armes à la RCA. Touadéra va s'en contenter. Mais ce n'est pas gagné non plus. Lorsque le président Emmanuel Macron arrive aux affaires en France, le président Faustin Archange Touadéra s'organise pour être rapidement reçu par lui à l'Élysée, dès septembre 2017. Il veut qu'on lui donne les armes promises. Il les attend toujours. Le président Macron l'informe que les armes sont disponibles, mais que leurs livraisons sont bloquées par la Fédération de Russie, qui a émis des réserves au Conseil de sécurité. Rappelons que la RCA est sous embargo depuis 2013 du fait de la grosse crise de 2012-2013. Le président Touadéra se demande alors pourquoi la Russie peut lui en vouloir au point d'empêcher qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Le président Macron lui recommande de solliciter la Russie pour faire lever le blocus, chose que s'empresse de faire le chef de l'État centrafricain dès son retour à Bangui. Il découvre à l'occasion qu'il existe une ambassade de Russie dans son pays. Il convoque alors l'ambassadeur et obtient le contact à Moscou pour solliciter la levée de la réserve émise par Moscou. Lors de la rencontre à Sotchi avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov lui explique que la Russie n'a rien contre la RCA, mais qu'elle applique simplement une jurisprudence qui dit que des armes saisies sur un terrain de conflit ne peuvent être à nouveau utilisées, mais doivent être détruites. C'est dans l'application de cette jurisprudence que la Russie a émis des réserves. En gros, à cette occasion, le président centrafricain découvre que les 1500 armes que la France voulait lui livrer étaient des armes qui avaient été saisies chez les Chebab,
les islamistes sanguinaires de Somalie. Bref, des armes usagées qui ont déjà fait couler du sang. Au lieu de les détruire, on essayait de les refourguer, de les donner aux soldats centrafricains. Voilà pourquoi la Russie a mis son veto. Dans la conversation, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui demande de combien d'armes il s'agit en fait. Il ne savait pas. Touadéra lui dit 1500 armes. Surpris par la faible quantité, par la ridicule quantité des armes, le ministre lui promet de lui en donner autant, 1500. Amusé, il téléphone alors à son président Vladimir Poutine, qui finit même par décider qu'il va lui en donner le double, 3000. Et les neuves. Content de la moisson, le président Touadéra n'imagine pas que le nouveau veto va venir de Paris cette fois-ci, qui estime que la règle veut que pour livrer des armes à une armée, il faut qu'elle soit d'abord formée à leur maniement. Cette fois-ci, c'est Paris qui bloque la livraison des armes à la République centrafricaine au Conseil de sécurité. C'est ainsi que pour lever la réserve, la Russie propose de mettre à disposition des instructeurs russes pour former les soldats centrafricains sur l'utilisation des armes neuves qu'elle met à sa disposition. Des notifications sont adressées dans ce sens au Conseil de sécurité. La Russie va même indiquer la composition des instructeurs. Tout est donc fait et mis à la connaissance des États membres du Conseil de sécurité. À la livraison des armes notifiées, tous les États membres du Conseil de sécurité accrédités en RCA sont présents. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni via la représentation de l'Union européenne. Voilà comment la Russie entre officiellement en République centrafricaine. Sur le terrain, les résultats vont être spectaculaires. Les groupes armés qui paradaient et qui faisaient peur à la MINUSCA et ses 16 000 hommes, à Sangaris et ses 1600 soldats vont être mis en déroute. Ce qui n'avait pu être fait en 8 ans va être obtenu en 4 ans, avec entre autres le soutien de l'armée rwandaise en appui. Bien sûr, cette situation suscite des accusations de violations flagrantes des droits de l'homme, avec des exactions sur les populations. Assurément, il y en a eu. Il y a eu de grosses bavures dans certaines zones de conflit. Les instructeurs russes qui combattaient sur le terrain avec les forces armées centrafricaines n'ont pas toujours fait dans la dentelle. Ils sont brutaux. C'est à déplorer et à dénoncer, mais sur le terrain, il me souvient que ces violences existaient déjà de la part de la rébellion. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais on se souvient aussi des viols, des actes de prostitution et d'abus sexuels sur mineurs dont étaient accusés les soldats de la MINUSCA à Bambari en 2014 et 2016. Scandale dévoilé par Human Rights Watch et de Sangaris aussi à Bangui. Comme on vient de le voir, la France a fait du chantage à Faustin Archange Touadéra. Et par instinct de survie, il a été obligé de s'agripper à la Russie et s'est rendu compte, chemin faisant, qu'il avait là des partenaires qui lui permettaient d'atteindre, lui, ses objectifs. Ça a été presque la même chose au Mali, parce qu'on tend à faire croire que les nouvelles autorités maliennes ont décidé unilatéralement de chasser la France. C'est totalement faux. Les autorités maliennes avaient décidé de dénoncer les accords de défense avec la France. Ils avaient relevé un certain nombre d'incongruités qu'ils souhaitaient changer. Face à cela, la réaction de la France a été sans appel. Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Pas du tout. On a vu les pancartes fleurir dans le pays. Les pancartes sont venues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. À un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout d'égo annoncer. Ce jour-là, notre président lui a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils partent se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réécriture de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Et arrivé à un moment donné, ils se sont énervés, ils se sont mis à insulter nos autorités. Leur ambassadeur se livrait à des activités subversives ici. C'est pour ça que vous lui avez demandé de partir. Qui divisent les Maliens. Et lorsqu'ils sortent pour, de façon injurieuse, s'adresser au président de la transition, au chef de l'État malien, nous avons dit que c'en est trop, surtout qu'on subodorait
qu'il préparait un plan. Pour vous renverser, vous? Mais ça, c'était très clair. Vous? C'est renverser le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tout ce discours-là, ce gouvernement illégitime issu de 2 coups d'État. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Hollande Macron dire qu'ils ont fait en 3 mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Simplement parce qu'Assimi Goïta a dit, les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Donc, la France qui aujourd'hui essaye de traiter la Russie de puissance coloniale ne fait rire personne. Parce qu'en réalité, la véritable puissance coloniale, on sait qui c'est. Et en d'autres termes, comme on vient de le démontrer, c'est parce que la France a voulu continuer sa politique paternaliste, a voulu continuer à infantiliser les dirigeants africains, qu'elle se retrouve aujourd'hui en sérieuse concurrence avec la Russie en Afrique. Cela dit, il est très important pour nous autres Africains de comprendre qu'il n'est pas question ici pour nous de changer de maître. Nous ne voulons pas quitter d'une colonisation à une autre. La Russie aujourd'hui est un partenaire dont nous avons besoin, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Mais nous devons aujourd'hui avoir le courage de parler les yeux dans les yeux avec la Russie. Nous avons un avantage avec ce partenaire, c'est qu'il n'a pas le lourd passé historique et colonial que les autres. Donc nous pouvons rebâtir une nouvelle relation, mais il faudrait que cette fois-ci, pour une fois, ce soit nous qui fixions les règles du jeu. Et là, je dois vous l'avouer, il y a quand même quelques raisons d'être inquiet. Parce qu'il y a une opacité qui entoure justement la collaboration de certains de nos pays avec la Russie. Et c'est là où il faudrait que justement les sociétés civiles africaines jouent leur rôle pour qu'on ne se fasse pas berner une nouvelle fois. Les Russes ne sont pas des enfants de cœur, ils sont là pour leurs intérêts. Nous savons qu'ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. À nous de construire un véritable partenariat gagnant-gagnant. La différence, c'est que nous n'avons pas avec la Russie des accords de défense, des accords de coopération qui datent des années 60, où c'était clairement des accords léonins. Ces accords sont contemporains. Nous pouvons les discuter avec une énergie suffisante qui nous permette de préserver nos intérêts. Parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit.